Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La page c'est DMG TV. Donc n'hésitez pas d'envoyer vos histoires. Sachez que ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. On passe à la première histoire rapidement. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG. J'espère que vous allez bien. Avant de rentrer dans le vif de mon sujet, je tiens également à vous, non seulement à vous féliciter, mais vous remercier aussi de ce travail de sensibilisation que vous faites. Et j'invite toutes les personnes, s'ils sont nouvelles sur cette chaîne, de liker et partager afin que le spectre de sensibilisation soit plus large. Alors DMG, ce soir, je vais vous narrer une histoire qui m'a été racontée par un cousin qui vit en race campagne. Et vous allez m'excuser de ne pas apporter, par exemple, des indications ou alors des identifications des lieux tels que le pays, la ville ou alors le village même proprement dit. Et il y aura également aussi pendant mon histoire des noms d'emprunt pour éviter que les noms véritables soient dévoilés. Alors, l'histoire se déroule dans un village lambda. Voilà un groupe de jeunes gens, y compris mon cousin dans ces bandes-là, qui décident de faire une virée nocturne. Ils s'arrêtent dans un bar au quartier, ils échangent des bières, ils boivent en papotant, ils se disent des choses, des divers, des commentaires, et le temps passe. Et vous savez, quand le temps passe, on boit, on mange de la viande, du piment, et c'est encore plus idéal d'être accompagné par des petites. Alors, voilà, pendant qu'ils sont en train de consommer, voilà une dame qui passe. Il y a disons, on va dire, il y a Carlos qui appelle la dame. La dame vient avec Carlos. Et Carlos fait des civilités, il se présente, il invite la dame à prendre un pot avec eux. Donc Carlos était là, il prenait le pot avec Julien, avec Mboka, ils étaient donc 3, plus la dame, ça va faire 4. Ils étaient donc en train de prendre ce pot continuellement, et le temps ne faisait que passer. Alors, comme c'était un bar de quartier, moins populaire, le barman, à une certaine heure, il faisait déjà par là 1 heure, 0 heure, 1 heure de passage, un truc par là. Et il va vers les jeunes gens, il leur dit, écoutez, vous êtes mes derniers clients. Là, vraiment, il faut que moi j'aille dormir. Je ne suis pas un Sinac, mais si vous voulez continuer à boire, vous pouvez aller vers la ville. Donc, là-bas, il y a les boîtes de nuit, il y a les Sinac, et comme c'est le week-end, vous allez forcément bien vous amuser là-bas. C'est comme ça qu'ils décident donc de quitter le lieu. En faisant des marches, Mboka et Jules prennent les devants et laissent Carlos derrière avec la dame, question de ne pas les embarrasser et leur permettre de faire davantage connaissance. Alors, tel que l'histoire m'a été racontée, Carlos, dans son esprit, c'est de ne même plus partir au Sinac, en ville, avec ses frères. S'il réussissait à convaincre la dame de rentrer avec lui plutôt à la maison, parce qu'ils avaient déjà bu une quantité importante de bière. Alors pendant que Carlos marchait avec la dame, il faisait la conversation, ils échangeaient, bref, les négoces, comme quoi, que vous comprenez tout. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Carlos,
il a, par inadvertance certainement, touché la dame d'une certaine façon. Alors, ce que Carlos dit, il dit que lorsqu'il a touché la dame, tout à coup, il a ressenti un grand vent et la dame, les ailes se sont déployées. Il est tombé contre le sol. Et quand il regarde vers le haut, il voit la dame, l'accroupement que la dame avait. Elle n'avait plus ses vêtements là. Elle était maintenant une femme toute nue, avec un soutien noir, un caleçon noir et des ailes noires. Elle s'envolait. Elle était là, sur place, elle planait là, elle secouait les grandes ailes et ses yeux étaient devenus rouges avec de la lumière dedans. Je vous assure, c'est une histoire vraie, ce n'est pas un conte de fées, c'est une histoire vraie, car le cousin qui m'a raconté cette histoire, il est encore vivant. Donc, alors, il crie, il dit ceci, qu'il crie, mais il a l'impression que la voix ne sort pas de sa cavité vocale. Il crie, mais la voix ne sort pas. Alors, il ramasse une pierre non loin de lui. Il s'engage à vouloir viser la pierre à la dame. Il reste immobile. Il est comme paralysé. Il n'arrive plus à faire de mouvement. La dame aussi se met à rire, les grilles, comme vous voyez à la télé, les films de sorcières et tout. La dame rit, des trucs comme ça. Et la dame lui dit, écoute, ce soir, je vais t'épargner parce que tu as été gentil avec moi. Tu es quelqu'un de généreux. C'est cette façon de faire qui t'a sauvé. Sinon, ce soir, j'aurais pu m'accaparer de ton âme. Et quand elle a fini de lui dire comme ça, elle a souri et elle a disparu. Voilà donc, le gars, il s'élève. Carlos se met à courir de toutes ses jambes. Alors il vient, il dépasse à une vitesse extraordinaire, il dépasse ses deux frères qui avaient déjà pris de l'avance sur lui, il les dépasse en courant. Mais eux, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment il passe en courant comme ça? Alors s'il court de cette manière, c'est que forcément il y a un danger là derrière. Eux, ils n'ont pas cherché à regarder ce qui se passe derrière. Ils commencent à courir également pour suivre Carlos. Et lorsqu'il rencontre Carlos, finalement, Carlos est paniqué. Paniqué dans son esprit. Oh, il est effrayé. Quand tu le touches, il frissonne. Il regarde de gauche à droite. Et après, il dit qu'il veut boire de l'eau. On lui donne de l'eau. Il boit, il boit, il boit, il boit. Et après, il dit qu'il est très très fatigué, qu'il aimerait dormir, qu'il rentre à la maison. C'est comme ça que les frères rentrent à la maison. Ce soir-là, ils ont dormi ensemble. Le matin donc, Carlos leur raconte l'histoire. Après que Carlos leur a narré l'histoire, il a commencé à avoir des attitudes pas très normales, comme s'il délirait. Et c'est comme ça que on appelle la maman de Carlos, qui est encore au fin fond du village, vraiment. C'est comme ça, la maman de Carlos vient, ils vont prendre Carlos et l'amener chez un tradipraticien. Alors, le tradipraticien, il dit, écoutez, ce garçon a un esprit fort. Il a un esprit fort parce qu'effectivement, il a rencontré ce qu'on appelle les anges de la nuit. Donc, cette dame-là, c'est un ange de la nuit sorti fraîchement, tout droit de l'enfer, pour s'accaparer des âmes. Donc, en principe, il y avait deux choses pour ce monsieur. Soit il mourait, soit il devenait fou. La chance qu'il a eue, c'est qu'il a touché cette femme d'une certaine manière qui l'a amené à révéler sa véritable nature. Mais en vérité, s'il était parti jusqu'à chez lui avec la dame et couché avec elle, le matin, on allait trouver Carlos mort dans son lit et on n'allait pas savoir ce qui s'est passé. La dame allait l'absorber. Donc, comme il a donc vu la dame, il n'a pas pu être fou. Cela aurait dit que quelque part, il a un esprit fort. Mais néanmoins, comme, disons, son enveloppe énergétique a été quand même secouée, on va essayer de rééquilibrer pour qu'il reçoive
totalement normal. C'est comme ça donc le tradipraticien, il a fait des rites et tout, voilà. Maintenant, Carlos est revenu en lui, il a pris conscience et depuis lors, il a pris la résolution de ne plus draguer n'importe comment et coucher avec les femmes de nuit. Donc, DMG, voilà la petite histoire. J'ai pensé qu'il était important que moi aussi je raconte une histoire parce qu'au quotidien, on écoute les histoires des autres et il faudrait bien penser raconter les nôtres pour faire grandir et donner toujours un stock d'informations qui va permettre de perpétuer cette activité de sensibilité, de sensibilisation, je voulais dire. Donc merci et bonne écoute. Ok, maintenant on passe à la deuxième histoire. Merci pour l'histoire. Merci pour l'histoire. Deuxième histoire. Bonjour MDG TV, j'espère que tu vas super bien. Je passe mes salutations aussi à toute la communauté. Donc, c'est en tout cas une première fois, je suis tombé sur la chaîne sur YouTube. En tout cas, j'ai aimé vraiment le contenu et que le bon Dieu, que nous prions tous, vraiment mette la main sur cette initiative, que ça continue encore à se propager à travers le monde et ça nous édifie beaucoup. Personnellement, je me suis retrouvé dans beaucoup des histoires que je pensais même pas qu'ils pouvaient se réaliser un jour. Mais grâce à toi et puis à la communauté aussi, on comprend, on réalise que dans ce monde, il n'est pas facile. Donc du coup, je vais également partager une histoire qui est arrivée à mon oncle. Donc, je vais essayer d'être bref. Donc voilà, il se passe que nous sommes en 2017. Nous sommes précisément au Congo-Brazzaville, hein, dans la ville de Pointe-Noire. Donc mon oncle était en location quelque part dans un quartier de la place. Hein, il était en location. Et c'est quelqu'un qui prie assez beaucoup. Il prie beaucoup. Et une fois, il dormait, il était en colocation. C'était en tout cas une parcelle où il y avait beaucoup de maisons de locataires. Il devait avoir peut-être 5 à 6 portes de location. Donc, mais le bailleur ne vivait pas là-bas. Il vivait juste avec les locataires et tout. Donc, ils étaient tous des locataires. Donc, sur ce fait, un soir, il dormait. Et en dormant, il devait faire, je pense, dans les 3 heures du matin. Donc, dans son sommeil, il entend un vacarme, mais un vacarme très énorme sur la toiture. Donc, c'est comme si c'est quelqu'un qui a vraiment pris un gros caillou, qui lance sur la toiture de la maison. Donc, subitement, dans le sommeil, il entend un boum vraiment qui le perce le cœur. Et ça ne s'arrête pas là, il se réveille. Donc, en se réveillant, il sent quelque chose. Donc, ce qui était tombé sur les toits en train de rouler, comme tu vois, les toitures des maisons, c'est souvent des toitures à pente. Donc, c'est une inclinaison. Donc, une fois que quelque chose tombe sur la toiture, donc, ça va rouler jusqu'à tomber au sol. Donc, du coup, soudain, il entend ce qui est tombé là rouler pour tomber au sol. Lui aussi, comme c'était un grand monsieur, en tout cas téméraire, il a dit, en tout cas, ce qui est tombé là, je dois sortir pour aller voir. Donc, c'est comme ça qu'il se précipite. Il se précipite pour aller ouvrir la porte de sa maison. Donc, en se précipitant pour ouvrir la porte de la maison, et il voit, en ouvrant la porte, donc c'est un homme, en ouvrant la porte de la maison, c'est un homme qui tombe. Donc, je te dis, un homme qui tombe des tôles. Donc, ce qui était tombé sur les tôles, ce n'était pas un caillou ou quelque chose que ce soit, c'était une personne qui tombe sur le tôle et la personne roule pour tomber au sol. Donc, quand il vient pour ouvrir la porte, et c'est la personne qui tombait sur le sol qu'il voit. Donc, du coup, il a été effrayé. Mais la personne, je vous dis que la personne était tout nue. Un jeune homme âgé, tout nu. Donc, la personne était tout nue. Donc, et c'est comme ça, pris de panique,
rentre dans la maison, donc il retourne dans la maison. Et comme c'était une parcelle qui était clôturée, et il y avait beaucoup de maisons de colocation, donc chaque porte avait genre une petite cuisine de l'extérieur de la maison. Donc en dehors de ta pièce de la maison, le propriétaire de la parcelle avait encore mis dans la parcelle genre des cuisines, mais les cuisines n'avaient pas de porte. Et c'est comme ça le monsieur qui tombe sur le tôle court pour aller se cacher dans les cuisines. Et mon oncle, quand il voit que c'est une personne, donc il crie « Oh voilà, voilà !» Et après les gens sortent pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Après, quand tout le monde sort, et quand tout le monde sort, et c'est là où il demande mais il est où, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est là où il explique que il y a un monsieur qui est tombé sur le tôle, il est tout nu, il s'est enfermé dans la cuisine et la cuisine était ouverte, donc on l'a demandé de sortir. Il ne voulait pas sortir, donc c'est les gens qui sont allés le sortir de là. Et quand on le sort de là, je te dis, DMG, il était tout nu avec, je pense, peut-être 3 ou 4 sous-vêtements de femme attachés sur sa main. Donc des sous-vêtements de femme, au moins 4 ou 3 sous-vêtements comme ça, de couleurs différentes, attachés sur sa main, en tout cas attachés sur sa main. Et c'est comme ça qu'on le demande, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va te taper, on va te tuer, tu es un sorcier, et tout. Lui, il dit, non, s'il vous plaît, ne me tuez pas, vraiment, ne me tuez pas, tout. Les gens disent, si tu ne dis pas comment tu as fait pour tomber sur la toiture là, en tout cas, on va vraiment te bastonner, on va te tuer. Et c'est comme ça qu'il se met à raconter qu'ils étaient en plein voyage dans un avion avec ses collègues. Ils étaient en tout cas en plein voyage dans un avion avec ses collègues. Et c'est lui qui a eu beaucoup de poissons. Donc, d'après ses dires. Donc, ils étaient allés pêcher avec ses collègues dans un voyage, ils étaient allés chasser. Et il s'avère qu'en chassant, c'est lui qui a eu plus de poissons. Donc, du coup, sur le chemin maintenant du retour dans l'avion, il s'est passé une discussion entre lui et ses collègues. Donc, ses collègues, vu qu'il avait eu plus de poissons, ses collègues voulaient qu'ils puissent partager ces poissons-là ensemble. Et lui, il a refusé. Donc, c'est en refusant là qu'il a eu une bagarre entre eux et on l'a poussé de l'avion. Donc, quand on le pousse de l'avion, c'est là où il tombe sur la toiture de mon oncle là. Donc, du coup, et puis, il explique encore que les poissons là n'est autre que les sous-vêtements qu'il avait attachés sur son poignet. Donc, les 4 sous-vêtements là, c'était les poissons qu'il avait attachés sous son poignet. Et quand il explique, les poissons là, c'est quoi? On lui demande d'expliquer les poissons là, vraiment c'est quoi les sous-vêtements là. Il dit non, les sous-vêtements là, c'est des femmes que j'ai eues, en tout cas que j'ai pêchées, que j'ai chassées là où on était allé chasser. Donc, et c'est comme ça qu'on le retire d'abord les sous-vêtements qu'il avait. Et puis on lui demande, toi tu vis où, tu sors d'où, tu es congolais, c'est là où il explique, non, moi je suis congolais, je suis dans un village, en tout cas les villages proches de la ville là où nous étions. Donc, il explique il donne le nom du village et on reconnaît aussi le village. Et puis, il explique qu'au village, là-bas, c'est un homme qui est marié au village, il a une femme et il a 3 enfants. Donc, actuellement, le vrai lui est dans son village en train de dormir. Donc, actuellement, ce n'est autre que, en tout cas, je ne sais pas si je vais appeler ça son âme ou son esprit, qui s'est retiré de son corps pour venir opérer. Donc, lui, le vrai, lui, est là-bas sur son lit avec sa femme et ses enfants en train de dormir. Donc, il dit même que, il ne s'arrête pas là, il dit même que si on continue, parce qu'il était autour de 3 heures, donc avec peut-être il s'est passé déjà 30 ou 40 minutes, donc on allait vers 4 heures. Ils allaient en tout cas vers 4 heures. Donc, du coup, c'est là où il dit vraiment, si vous me retenez, pardon, vraiment libérez-moi, parce que si vous me retenez ici jusqu'à 5 heures, je ne retourne pas dans mon village, je ne retourne pas dans mon corps. En tout cas, là-bas, je serai mort. Donc, vraiment, de grâce, libérez-moi. Vraiment, il a commencé à pleurer, supplier les gens qu'on le libère, vraiment qu'on le laisse repartir, regagner sa famille. Les gens aussi du quartier ont dit, non, toi, aujourd'hui, on va te taper, tu es un sorcier, on va vraiment te bastonner. Et c'est comme ça, vu que l'attroupement et tout, donc du coup, les gens du quartier se sont regroupés en masse. Et en se regroupant en masse là, le chef du quartier même, lui-même, est venu en personne parce que la nouvelle s'est propagée dans le quartier. Aux alentours de 3 heures, la nouvelle s'est propagée dans le quartier. Et c'est le chef du quartier
qui arrive pour... c'est le chef du quartier qui arrive pour en tout cas, s'enquérir de la situation. Donc, du coup, et c'est comme ça qu'on l'explique. Et lui dit non, ne le tapez pas, ne le frustrez pas, en tout cas, ne le bousculez pas. C'est là où il le retire. En le retirant, il le fait rentrer dans une pièce. Donc, comme je vous ai dit, il y avait des cuisines tout autour. Donc, il le fait rentrer dans la cuisine. Il le remet dans la cuisine et il fait sortir tout le monde. Donc, quand il fait sortir tout le monde, les gens étaient là, non, on doit le taper. Donc, c'est tout le monde qui sort de la cuisine. Et même pas 5 minutes, quand ils reviennent comme ça pour venir voir le monsieur n'était plus là. Donc, il a complètement disparu. Donc, c'est là où tout le monde est maintenant ému. Commence à porter le chef du quartier du doigt. Non, tu l'as fait disparaître. Donc, c'est là où, en faisant ça, il laisse les sous-vêtements là et les gens qui étaient là prennent ces sous-vêtements là pour les brûler. Donc, après ça et tout, bon, c'est l'histoire qui s'est passée. Donc, voilà l'histoire que je voulais partager avec vous. Parce que moi, à l'époque, sans ça, je vous dis que je croyais vraiment pas vraiment aux choses mystiques. Mais grâce à ça, j'ai pu croire aux choses mystiques et j'ai réalisé vraiment que le monde vraiment du surnaturel existe. Et sur ce que je voulais véhiculer comme message, vraiment priant beaucoup avant de dormir, priant beaucoup. Et puis nos chefs du quartier aussi sont des gens qui sont vraiment mystiques. Les chefs du quartier là sont des gens qui sont vraiment mystiques. Donc si faisons vraiment attention, surtout la nuit, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est un peu l'histoire vraiment que je voulais partager avec la communauté aujourd'hui. En tout cas, merci de pouvoir véhiculer mon message. Et je salue encore une fois de plus toute la communauté. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, maintenant on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis une Gabonaise. Je réside précisément au Gabon. Je fais la rencontre d'un monsieur sur les réseaux sociaux Facebook. Ce monsieur et moi, on a eu à parler pendant 1 mois. Il a toujours voulu me rencontrer. Malheureusement, je n'ai jamais été libre. À chaque fois qu'il voulait me rencontrer, je n'ai jamais eu de temps libre. J'étais tout le temps occupée. Récemment, il m'a appelé pour me voir, vu que ça faisait 1 mois que lui et moi se connaissaient sur les réseaux sociaux. Il m'a proposé de me rencontrer. Et j'ai dit au monsieur clairement que je ne pourrais pas être à son rendez-vous, vu que je suis en train de préparer mon anniversaire dans 1 semaine. Et le monsieur me fait comprendre qu'il veut bien me rencontrer, vu que ça fait 1 mois que lui et moi on se connaît sur les réseaux. On n'a pas encore eu le temps de se rencontrer. Il voudrait bien parler avec moi. Et automatiquement, j'ai accepté la rencontre du monsieur. Il a fait venir son chauffeur pour m'y prendre. Et lorsque son chauffeur est arrivé, automatiquement, je suis rentrée dans la voiture du chauffeur. À peine je rentre dans la voiture du chauffeur, le monsieur m'appelle. Il me dit de dire au chauffeur de passer derrière la concession, donc de rentrer au portillon de l'arrière. Automatiquement, j'ai été un peu curieuse et j'ai demandé au monsieur pourquoi me faire passer au portillon du derrière. Et le monsieur me fait comprendre qu'il ne veut pas que je puisse être gênée, vu qu'il a tout le temps des visiteurs, et il voudrait que je passe derrière pour être un peu plus détendue, vu que c'est la première fois que lui et moi se rencontrent, que je ne puisse pas être gênée par ses invités. Automatiquement, j'ai compris le monsieur et nous sommes allés avec le chauffeur.
Et nous sommes arrivés dans le quartier qu'on appelle Sodiko. Pour ceux qui connaissent au Gabon, c'est un quartier après le golfe, c'est Sodiko. Et lorsqu'on arrive, j'ai demandé au chauffeur que nous sommes arrivés. Le chauffeur me dit non, mais le patron a dit de me dire qu'on passe par l'arrière. Donc là, on prend le raccourci pour rentrer derrière la concession. Automatiquement, on arrive. Et quand on arrive, le chauffeur gare la voiture et il me dit que, écoute, par là où nous sommes passés, la concession est un peu plus loin, donc il faudrait qu'on descende et qu'on puisse un peu marcher. Sans problème, moi, je me suis pas inquiétée, j'ai suivi le chauffeur. Donc nous sommes descendus, il a garé et on est avancé. On a marché là où il m'a dit qu'on devait aller. Et quand nous sommes en train de marcher, nous sommes arrivés à un niveau où on est rentré dans une barrière. Je me rappelle bien, nous sommes rentrés dans une barrière. Et lorsqu'on arrive dans la barrière, il y a du sol, il y a la pelouse. C'est-à-dire, on ne voit pas la maison à peine, mais c'est une grande concession, c'est un grand terrain. Et donc, quand nous sommes arrivés, il y avait la pelouse et il y avait des arbres, les arbres de Noël. Voilà. Donc, on est en train de marcher. On a marché, on marchait. Et c'est là où je posais la question au chauffeur, mais pourquoi c'est si long? Et depuis ici, je ne vois pas la maison. Il me fait comprendre qu'il alors, monsieur t'as dit de me dire qu'on passe par l'arrière. Ici, c'est plus long. Parce que si on était passé par l'avant, on devait vite arriver. Mais vu qu'ici, c'est plus long, alors, on va arriver. Donc, sans remords, j'ai suivi le monsieur et nous sommes allés. On a marché, on marchait. Et quand on marchait, il était aux environs de 19h. Donc, il se faisait nuit. Et au fur et à mesure qu'on marchait, je m'éloignais de la ville. C'est-à-dire que je ne voyais plus les maisons qui étaient à proximité d'où on a garé la voiture. Donc, nous étions en train de marcher, on a marché. Et quand on marche, le chauffeur me dit que, excuse-moi, c'est pas pour te vexer, mais à chaque fois que je passe par ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me suivent. Et moi, sans réfléchir, automatiquement, je réponds au chauffeur, je dis, eh ben, les coins comme ça, ce sont les coins exilés. Il est fort probable qu'il y a des esprits qui errent. Et peut-être tu as la tête ouverte, voilà pourquoi tu ressens qu'il y a des gens qui te suivent derrière. Sans pourtant savoir qui devait m'attendre devant. Et donc quand on marche, on rencontre un lac, il y a 2 lacs. Et au milieu de ces 2 lacs, il y a une piste. Et le chauffeur me dit, passe devant. Je dis au chauffeur, mais non, c'est toi qui connais la route. Tu peux pas me dire de passer devant. Moi, je sais pas comment faire pour passer devant. Je connais pas le chemin, en fait, de peur de me perdre. Il faut que tu continues et moi, je te suis derrière. Il me dit, non, passe, il n'y a pas de souci, on est presque arrivé. Et je prends mon courage à deux mains. Je traverse le petit couloir où il y avait les 2 lacs. Et lorsque je traverse le petit couloir où il y avait les 2 lacs, à ma gauche, il y avait un manguier. Ce qui m'interpelle, c'est parce qu'il y avait un hibou qui était sur le manguier. Et il a commencé à faire les cris des hibous là-haut. Il a commencé à faire les cris. Et donc, quand je regarde du côté où le hibou était posé sur l'arbre, automatiquement, j'ai eu les frissons. Un cœur me dit, regarde derrière toi. Et lorsque je regarde derrière, le chauffeur en question a fait sortir un couteau bien aiguisé. Les couteaux bien aiguisés là chez nous ici, je peux dire c'est les couteaux des coupistes là, ceux qui font les coupés. On appelle ça langue des bangado, les bisbilai. Voilà, c'était vraiment aiguisé, c'est-à-dire que si ça te touche, ça te perfore la peau. Et donc quand je me retourne avec la panique, j'ai tremblé. Et quand je tremble, je me retrouve dans l'eau. Parce qu'au milieu, nous sommes passés avec 2 lacs.
Je me retrouve dans l'eau. Le monsieur me tend la main, il me dit, viens, ne crie pas, donne-moi ta main, donne-moi ta main. Et j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai remis ma main, il m'a tiré. Il me dit qu'il ne fait plus le bruit. Ne crie plus parce que là où je t'ai emmené là, tu es la 5e fille que j'emmène ici. Depuis que nous sommes en train de marcher, je vois une femme qui me dit, va déposer cette fille où tu l'as trouvée. Va la déposer et tu es la 5e fille. Tu connais mon patron. Ça fait combien de temps? Je dis au monsieur que je connais ton patron. Ça fait 1 mois que lui et moi on dialogue sur les réseaux sociaux. On ne s'est jamais vu. C'est la première fois que lui et moi on doit se rencontrer. C'est là le monsieur me dit, le gars, le chauffeur me dit que tu fais une erreur. Ce monsieur, il est dans les crimes rituels. Et là où je suis en train de t'emmener, c'est pour qu'on te décapite, pour que tu meurs. Tu es là, normalement, c'est pour un crime. On doit te tuer, on doit te sacrifier. Et où tu me vois, où je t'emmène là, tu es la 5e fille que j'emmène. Mais depuis que je marche avec toi, mon esprit n'est pas en paix. J'ai cette femme que je vois qui ne fait que me dire qu'elle va déposer cette fille où tu l'as trouvée. J'ai commencé à avoir les frissons DMG où je te parle. J'ai toujours les frissons parce que quand je pense, en fait, je ne suis pas à l'aise. J'ai vraiment mis du temps à te raconter cette histoire parce que c'est une histoire que moi-même j'ai vécue. J'ai commencé à trembler. Le monsieur me dit, ne tremble pas. Il me dit, nous sommes presque arrivés à la maison. Si tu penses que je te mens, on avance, tu verras les messieurs en costard devant la concession. Et c'est toi qu'on attend pour achever le rituel. C'est toi qu'on attend pour achever le rituel. Donc, c'est là où je prends mon courage et demande au monsieur, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me parles de ça maintenant? Il me fait comprendre que c'est un jeune homme du quartier. Il y avait un monsieur au quartier qu'on appelle Okulo. L'Okulo, c'est les messieurs qui sont toujours, quand ils arrivent dans les petits bistrots là, ils ont fait à boire et tout aux jeunes du quartier. Donc c'est ça. Et son enfant est tombé gravement malade. L'enfant du chauffeur en question est tombé gravement malade. On devait opérer cet enfant. Et il allait voir le Okulo en question. Et quand il va voir le Okulo en question, le Okulo lui fait comprendre que alors tu veux travailler, alors. Et quand il arrive, le Okulo l'a montré ce circuit. Et vu qu'il avait déjà vu, il connaissait déjà ce qui devait se passer, il ne pouvait plus faire marche arrière. Donc c'est là où le type me dit, là où tu me vois, je suis dépassé, je ne sais plus faire comment quitter de là. Si je suis là, ça fait 1 semaine, mais mon esprit n'arrive pas à supporter tout ce que je vois et tout ce que j'entends. Donc, sans te mentir, je ne sais pas pourquoi. C'est cette dame qui ne fait que me dire de te redéposer. Sans te mentir. Et aussitôt, quand on t'entendait passer, le monsieur a appelé. Et quand le monsieur appelle, j'ai vraiment eu peur où j'ai eu à faire pipi dans mes vêtements. Le monsieur a appelé. Il a mis le haut-parleur. Le monsieur a demandé mais monsieur, c'est toi qu'on attend. On vous attend et tout. Et il a fait croire au monsieur que je suis allée chercher la go. Elle m'a dit qu'elle voulait se soulager. Tout d'un coup, elle a disparu. Je ne sais pas où elle était. Je l'ai patientée. Je ne fais que la patienter. Elle n'arrive pas. C'est là où le monsieur l'a dit que bon non, décharge là, tu reviens nous trouver parce que on s'apprête déjà à faire le rituel. Devant moi, j'ai entendu de mes propres oreilles. J'étais vraiment j'étais stupéfaite. J'étais traumatisée de ce que j'ai eu à entendre et c'est ce que j'ai vécu. Et quand le monsieur a arrêté l'appel, le gars me dit que sans te mentir, je veux juste besoin de ton aide. C'est là où j'ai dit au gars que là tu me vends, j'ai un téléphone d'une valeur que lorsque tu vas les vendre, ça va te faire moins de 200 000. Et à la maison, je crois que j'ai encore les sous. Donc, vaut mieux que tu me gardes le téléphone. Tu gardes le téléphone, je te donne le coup de tout. Tu vas aller revendre ça en business. Et lorsque j'arrive à la maison, je te fais un dépôt.
Et le gars m'a dit ça marche. Il m'a raccompagné vers la sortie. Il me dit que lorsque tu parles, ne salue personne. Tu fais ligne droite, tu as le taxi avec toi. J'ai dit oui, j'ai le taxi avec moi. J'ai pris le taxi. À peine je prends le taxi, j'étais traumatisée. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Et alors qu'on parle, je me suis confiée à ma petite soeur. Je me suis confiée comme même à mes proches. Ce sont eux les seuls qui savent un peu ce que j'ai failli vivre en fait. Je remercie encore le Saint-Esprit parce qu'il m'a encore donné la grâce de raconter cette histoire pour ouvrir les yeux à mes jeunes sœurs. En fait, le conseil que je veux dire aujourd'hui, c'est que on ne doit pas faire confiance à n'importe qui. On doit se méfier des gens, peu importe ce que la personne a profité pour toi, peu importe ce que la personne veut ce que la personne te reflète. Vaut mieux avoir le temps d'étudier la personne. Il vaut mieux que la personne vienne vers toi parce que le dehors est mauvais. Moi-même, j'ai failli risquer. En ce moment, je ne devais plus être là. Mais si je suis encore là, c'est grâce à la paix, c'est grâce à Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit et c'est grâce aussi à ma grand-mère. Si elle n'avait pas apparu au jeu de ce jeune homme, je ne sais pas où je devais être aujourd'hui. Merci encore pour la sensibilisation, IMG. Que Dieu puisse être avec toi et que ton émission puisse encore nous ouvrir les portes comme tu l'as toujours fait. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Surtout, likez, commentez, partagez. Bonjour DMG TV. Moi, je me nomme Bouya, je suis Bouya, Monsieur Bouya. Je vous suis depuis un temps. Je suis congolais, je ne suis pas au pays actuellement, je suis en déplacement. J'ai 2 petites histoires à vous raconter. Je vais faire des voices, des messages vocaux. Donc je vais faire des voices, c'est-à-dire la première voice sera pour la première histoire et la deuxième voice sera pour la seconde histoire. Voilà, il s'agit, c'est l'histoire d'un fils de chasseur. Il s'agit ici d'un chasseur. C'était le plus grand chasseur renommé de son village. Mais il y avait aussi un papa sorcier, dont le plus grand sorcier du village, qui habitait au fin fond du village là-bas. En tout cas, les villageois avaient vraiment peur de lui, parce que lui, s'il te dit que tu vas mourir à 9h, s'il te dit seulement toi, tu vas mourir à 9h, à 8h, quelque chose, tu commences déjà à faire de malaise. À 9h juste, tu meurs. Même le roi avait peur de lui. Tout le monde avait peur de lui. Maintenant, il y avait dans ce village-là un jeune homme chasseur qui était vraiment doué, quoi. Et il a suscité la jalousie du sorcier du village. Donc vous voyez, la sorcellerie, c'est comme chez nous, on dit donc Mouté Amabé, Likunya Eza et Bandeli Akindoki. C'est la jalousie sur le début de la sorcellerie, le commencement de la sorcellerie. La sorcellerie commence par la jalousie. Donc lui, tellement il était doué dans ce qu'il faisait, il attrapait, il tuait, il attrapait des gibiers et tout consort, il distribuait, il nourrissait sa famille, sa petite famille. Ça a suscité maintenant la jalousie de ces sorciers-là. Et les sorciers-là a commencé à aller, comment on appelle ça, bullying quoi. Il a commencé à je sais pas trop comment on appelle ça en français, mais commencer à le mettre mal à l'aise, quoi, à le déranger. À chaque fois qu'il attrapait un animal, les sorciers exigeaient des parties, quoi. Oh, tu as attrapé aujourd'hui ce gibier, ok, envoie-moi les coups. Mais
comment ça juste comme ça, je peux voir. Comme tout le monde avait peur de lui, les gens disaient aux chasseurs, non, envoie seulement les coups, envoie seulement les coups. Vous savez, ce genre de personnes comme ils sont, what. Il a envoyé les coups chez les chasseurs. Après quelques jours, le chasseur attrape un autre gibier, il lui dit, oh, tu vas m'envoyer la patte. Il envoie la patte. Un jour, il décide, il dit, non, je ne vais plus envoyer, je peux envoyer quelque chose à ces sorciers-là. Les sorciers-là disent, ah, moi je te demande d'envoyer les coups, tu n'envoies plus. Je te demande d'envoyer la patte, tu n'envoies plus, tu vas voir. Les sorciers-là disent, ah, tu vas rien me faire, je vais rien voir. Ok, on va voir. Après quelques temps, la femme du chasseur est tombée enceinte. Quand la femme du chasseur est tombée enceinte, le chasseur là lui a dit, si tu continues à essayer de te mesurer à moi, quand je te demande de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, en tout cas, tu ne vas pas voir ton fils. Les chasseurs commençaient à dire, non, tu ne vas rien me faire. Il y avait comme de palabres, quoi. Ils se sont, comment il veut dire, c'était comme, il y avait comme une guerre, quoi. Ok, les chasseurs n'étaient pas un homme spirituel, hein. Les chasseurs n'étaient pas un homme spirituel, mais le sorcier là le faisait maintenant, le faisait maintenant spirituellement, quoi. Quand la femme du chasseur a mis au monde, les sorciers venaient regarder l'enfant et il lui a dit, regarde ton fils pour la dernière fois, car demain à 12h tu vas mourir. Les chasseurs a dit, comment ça que je vais mourir juste à cause de ceci? Il a dit, je t'avais déjà dit non, je t'avais promis, je t'avais dit que moi on blague pas, moi je ne blague pas. Et c'était comme ça, on a essayé de partir voir les Nganga et tout, mais ça n'a pas marché. Même les autres marabouts, les autres féticheurs, après consultation, ça dit, comme c'est lui qui t'a promis, donc ça va arriver. Et demain à 12h, le chasseur était mort, quoi, et décédé. Maintenant, la femme là est restée avec le fils du chasseur. À chaque fois quand il donnait le bébé, il allaitait le bébé, il lui disait toujours, tu vois l'homme là, les sorciers là au fond du village, c'est lui qui a tué ton père. À chaque fois lorsqu'il lui donnait à manger, ou lorsque le sorcier passait, il disait à l'enfant, regarde cet homme là très bien, c'est lui qui a tué ton père. Après quelques années, le fils a grandi, il a demandé à sa mère, maman, pourquoi chaque fois tu me dis que l'homme là au fond du village, c'est lui qui a tué mon père? Pourquoi? Il lui a dit, oui, c'est le plus grand sorcier. Le fils dit, je le sais, mais il lui dit, c'est le plus grand sorcier du village, c'est lui qui a tué ton père. Mais pourquoi tu me le dis? La mère lui dit, non, je te dis seulement comme ça. Un jour, le fils du chasseur est parti chasser. C'était devenu aussi un chasseur comme son père, quoi. C'était comme, disons, un don dans leur famille. Il a attendu dans la bourse là-bas, dans la forêt, il a entendu des sons vraiment bizarres. C'est comme si quelqu'un a avancé et tout. Il s'est caché. Étant un chasseur, il s'est caché. Il s'est embusqué quelque part, il s'est caché. À sa grande surprise, il voit que c'était les sorciers là qui avançaient, qui venaient vers lui, à sa direction. Il a dit, ah. Il a pris son arme, il a bien visé. Mais après il a regardé, il a remarqué que les sorciers n'étaient pas mal à l'aise au fait. Au fait, les totems du sorcier, c'était la matière fécale, quoi. C'était les caca. Dans sa maison ou sa parcelle, il n'avait pas de toilettes. Ou plutôt, il avait des toilettes, mais les toilettes là étaient utilisées seulement par sa femme et ses enfants. Lui, les sorciers là, il ne faisait pas
caca aux toilettes, quoi. Il n'utilisait pas la toilette là. So, maintenant, le fils regarde, il remarque que le chasseur n'est pas confortable, il n'est pas à l'aise, quoi. Et il a regardé juste à côté, il a vu un buisson, vous voyez, le buisson avec des arbres, des buissons touffus, avec des arbres touffus et des épines, quoi. Et c'est comme ça que les sorciers là voulaient faire caca maintenant, mais parce que son totem c'est la matière fécale, il ne peut pas utiliser les toilettes comme les toilettes comme tout homme. Lui, pour faire caca, il doit se cacher et faire caca là où personne ne peut les voir. Donc par coïncidence, disons par coïncidence, par chance pour le fils du sorcier, et par malchance pour le sorcier, il voulait maintenant faire caca dans la forêt, dans la brousse, et le petit lui a vu. Maintenant, à sa grande surprise, il voit les sorciers montent maintenant comme élevés comme au ciel, et il entre mystiquement dans la buisson des épines là. Il entre dans la buisson des épines. Et il fait caca là-bas, il creuse un petit trou et il fait caca là-bas et il enterre son caca et il sort encore, il ressort encore comme il est entré. Ah, le petit les regarde comme ça, il cherche quelques papiers, quelques feuilles, vous voyez la brousse, il s'essuie et tout. Now, il part. Le petit là attend quelques minutes et il vient. Sorry, je suis un peu long. Parce que l'histoire est comme ça, je ne peux pas sauter les étapes, parce que ça va pas donner de sens, quoi. Donc, le sorcier là, le fils du chasseur maintenant vient. Il entre dans la buisson, les épines, les pics, il force. Il arrive jusque dedans, dans la buisson là. Il essaie un peu de creuser là où le sorcier avait mis son caca. Sa matière, la matière fécale, il prend une feuille, il prend toute la matière fécale. Je ne sais pas si on dit toute la matière, voilà. Il prend toute la matière fécale, il emballe dans des feuilles, quoi. Et il ressort, les épines, les pics. Il ressort. Il va maintenant au village. Il court. Shit. Il court. Sorry, c'était un appel qui... Yeah. Il court. Il arrive au village. Sa maman lui dit, tu n'as rien apporté aujourd'hui. Il dit, non maman, je n'ai rien apporté. Je vais te dire quelque chose. Il dit, maman... Sa maman lui demande, qu'est-ce que tu vas me dire encore? Il lui dit, non. Maman, moi je vais tuer ces sorciers. Shit. Moi je vais tuer ces sorciers. Il dit, tu vas faire comment? Il dit, attends, tu vas voir, moi je vais tuer ces sorciers. La maman n'a rien compris. Elle a dit, ok, peut-être que c'est juste que l'enfant est en train de... comment je peux dire ça en français? He's waking up. He's warming up, quelque chose comme ça. Après, la nuit maintenant, le fils du chasseur là se réveille, il va devant la porte du sorcier, devant la porte de la maison de ces sorciers là au fond du village. Il prend cette matière, il prend la matière fécale là, il peint la porte, like a painting, quoi. Il prend la matière fécale, il applique sur la porte. C'est la porte du sorcier, il applique. Et il jette la feuille et il va dans le ruisseau, il se lave les mains, il rentre et se couche. Le matin, très tôt le matin, les sorciers se réveillent. Il ouvre la porte, à sa grande surprise, il voit la matière fécale sous sa porte, appliquée dans sa porte. Il dit, hey, quelqu'un va mourir. Qui a fait ça?
les chefs de village est venu. Qui a fait ça? Les gens commencent à trembler. Qui a mis sa matière fécale sur ma porte? Les gens commencent. La maman ne s'est même pas approchée là-bas. Et le garçon il observait de loin. Le sorcier dit, je demande pour la dernière fois, qui a mis sa matière fécale sur ma porte? Personne, tout le monde tremblait. Il a dit, je donne jusqu'à 12 heures. Il prend la matière fécale. Il prend la matière fécale, il dit, ça là, c'est lui qui a mis ça jusqu'à 12 heures. S'il est encore vivant, c'est que ce n'est pas moi. D'abord, pour vous prouver que je vais le tuer. C'est ça sa matière fécale que j'ai ici en main, non? Je me sacrifie, je tiens sa matière fécale entre mes mains. 12 heures, il ne va pas arriver. Les gens commencent à se demander. Ils commencent à se demander. Les gens commencent à se poser. It was you, c'était toi. L'autre, non, moi je sais pas. Comment je peux faire ça au plus grand souci? Et il y avait le village commençait à trembloter maintenant. À 10 heures, rien ne se passe. À 12 heures, rien ne se passe. Et à 10 heures, rien ne se passe. À 11 heures, rien ne se passe. À 11h30, le sorcier entre maintenant dans son ceinture, dans son temple de sorcellerie là. Il prend la matière fécale, il met là. Il commence à lingala dit Kosaka. Il commence à travailler la matière. Il sort toute la puissance de sa sorcellerie. Il dit à 12 heures juste, le propriétaire de cette matière fécale va mourir. À 12 heures juste, le propriétaire de cette matière fécale doit mourir. Et arrivé à 11h30, lui-même, il ne savait pas que c'était sa matière fécale à lui-même parce que lui ne peut pas faire caca là où tous les gens normaux peuvent voir. À 11h30, il commence à se sentir mal. Et les pieds, et la tête, et le dos, mon dos, et ma tête, le ventre. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait aussi ses disciples viennent là-bas. Grand maître, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelqu'un m'a provoqué, quelqu'un est en train de me provoquer. Faites le travail. Les disciples commencent à travailler. Ils lui disent, grand maître, tu vas mourir ici. Moi, comment je vais mourir ici? Il y a quelque chose qui s'est fait qu'à 12 heures, tu ne vas pas arriver, tu dois mourir. Il a dit, mais non, moi, il y a quelqu'un qui est venu appliquer sa matière fécale sous ma porte. C'était la malédiction que moi j'ai jetée. Les disciples ont dit, la personne qu'on est en train de voir dans notre miroir magique ici, c'est toi-même. Il a dit, moi, comment est-ce possible? On lui a dit, la matière fécale là, c'est ta propre matière fécale. Il dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsqu'il commençait à agoniser, c'est maintenant là que le fils du chasseur vient maintenant. Tout le monde était là. Il vient maintenant, il lui dit, hey, vieillard, old man, tu te rappelles encore que tu as tué mon père à cause de la jalousie parce qu'il n'a pas voulu te donner le coup de l'animal. Il dit donc c'est toi? Il dit oui, c'est moi. Tu vas mourir à 12 heures car comme tu as promis à mon père qu'il va mourir à 12 heures, toi aussi tu vas mourir à 12 heures car cette matière fécale, c'est ta propre matière fécale. Et c'est ainsi qu'à 12 heures juste, les plus grands sorciers du village décéda. Et tout le monde était très joyeux. On lui a donné des cadeaux. On lui a même promis une fille en mariage. Tout le monde était fier de lui et le village était en paix. C'était ça pour ma première histoire. Sorry, j'étais un peu long. C'est la première fois que je participe et je suis un peu... vous savez, je ne sais pas comment ça marche trop, mais je m'excuse si c'était un peu très long. Avec la permission de DMG,
TV, je vais peut-être faire la deuxième voice pour la seconde histoire, avec votre permission aussi. Guys, ce que je vais vous donner une technique. Quand vous voyez le vidéo sur YouTube ou wherever you are watching them, la première chose que vous devez faire avant même de voir la vidéo, ça c'est ma technique. Donc vous allez d'abord appuyer le j'aime. Vous comprenez? Vous appuyez d'abord le j'aime. Vous likez d'abord la vidéo, après vous visionnez. Parce que après avoir visionné, la vidéo va partir et vous n'aurez plus de chance d'appuyer les likes. Donc vous allez directement vous liker et puis vous appuyez sur play. Comme ça vous regardez. Merci. Bonne journée, bonne soirée et à plus. Thank you so much, guys. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Bonjour MDG TV, j'espère que tu vas super bien. Je passe mes salutations aussi à toute la communauté. Donc c'est en tout cas une première fois que je suis tombé sur la chaîne sur YouTube. En tout cas j'ai aimé vraiment le contenu et que le bon Dieu, que nous prions tous, vraiment mette la main sur cette initiative, que ça continue encore à se propager à travers le monde et ça nous édifie beaucoup. Personnellement, je me suis retrouvé dans beaucoup des histoires que je pensais même pas qu'ils pouvaient se réaliser un jour. Mais grâce à toi et puis à la communauté aussi, on comprend, on réalise que dans ce monde, il n'est pas facile. Donc du coup, je vais également partager une histoire qui est arrivé à mon oncle. Donc, je vais essayer d'être bref. Donc voilà, il se passe que nous sommes en 2017. Nous sommes précisément au Congo-Brazzaville, hein, dans la ville de Pointe-Noire. Donc mon oncle était en location quelque part dans un quartier de la place. Hein, il était en location. Et c'est quelqu'un qui prie assez beaucoup, il prie beaucoup. Et une fois, il dormait, il était en colocation, c'était en tout cas une parcelle où il y avait beaucoup de maisons de locataires. Il devait avoir peut-être 5 à 6 portes de location. Donc, mais le bailleur ne vivait pas là-bas, il vivait juste avec les locataires et tout. Donc, ils étaient tous des locataires. Donc, sur ce fait, un soir, il dormait. Et en dormant, il devait faire, je pense, dans les 3 heures du matin. Donc dans son sommeil, il entend un vacarme, mais un vacarme très énorme sur la toiture. Donc c'est comme si c'est quelqu'un qui a vraiment pris un gros caillou, qui lance sur la toiture de la maison. Donc subitement, dans le sommeil, il entend un boum vraiment qui le perce le cœur. Et ça ne s'arrête pas là, il se réveille. Donc en se réveillant, il sent quelque chose. Donc ce qui était tombé sur les toits en train de rouler, comme tu vois les toitures des maisons, c'est souvent des toitures à pente. Donc c'est une inclinaison. Donc une fois que quelque chose tombe sur la toiture, donc ça va rouler jusqu'à tomber au sol. Donc du coup, soudain, il entend ce qui est tombé là rouler pour tomber au sol. Lui aussi, comme c'était un grand monsieur, en tout cas téméraire, il a dit en tout cas ce qui est tombé là, je dois sortir pour aller voir. Donc c'est comme ça qu'il se précipite. Il se précipite pour aller ouvrir la porte de sa maison. Donc en se précipitant pour ouvrir la porte de la maison, et il voit en ouvrant la porte, donc c'est un homme, en ouvrant la porte de la maison, c'est un homme qui tombe. Donc je te dis un homme qui tombe des tôles. Donc ce qui était tombé sur les tôles, ce n'était pas un caillou ou quelque chose que ce soit, c'était une personne qui tombe sur le tôle et la personne roule pour tomber au sol. Donc quand il vient pour ouvrir la porte, et c'est la personne qui tombait sur le sol qu'il voit. Donc du coup, il a été effrayé. Mais la personne, je vous dis que la personne était tout nue. Un jeune homme âgé, tout nu. Donc la personne était tout nue. Donc, et c'est comme ça, pris de panique,
rentre dans la maison, donc il retourne dans la maison. Et comme c'était une parcelle qui était clôturée, et il y avait beaucoup de maisons de colocation, donc chaque porte avait genre une petite cuisine de l'extérieur de la maison. Donc en dehors de ta pièce de la maison, le propriétaire de la parcelle avait encore mis dans la parcelle genre des cuisines, mais les cuisines n'avaient pas de porte. Et c'est comme ça le monsieur qui tombe sur le tôle court pour aller se cacher dans les cuisines. Et mon oncle, quand il voit que c'est une personne, donc il crie « Oh voilà, voilà !» Et après, les gens sortent pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Après, quand tout le monde sort, et quand tout le monde sort, et c'est là où il demande « Mais il est où, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe ?» C'est là où il explique que il y a un monsieur qui est tombé sur l'étole, il est tout nu, il s'est enfermé dans la cuisine, et la cuisine était ouverte. Donc on l'a demandé de sortir. Il ne voulait pas sortir, donc c'est les gens qui sont allés le sortir de là. Et quand on le sort de là, je te dis, DMG, il était tout nu avec, je pense, peut-être 3 ou 4 sous-vêtements de femme attachés sur sa main. Donc des sous-vêtements de femme, au moins 4 ou 3 sous-vêtements comme ça, de couleurs différentes, attachés sur sa main, en tout cas attachés sur sa main. Et c'est comme ça qu'on le demande, mais toi, qu'est-ce qui se passe, on va te taper, on va te tuer, tu es un sorcier, et tout. Lui, il dit, non, s'il vous plaît, ne me tuez pas, vraiment, ne me tuez pas, tout. Les gens disent, si tu ne dis pas comment tu as fait pour tomber sur la toiture là, en tout cas, on va vraiment te bastonner, on va te tuer. Et c'est comme ça qu'il se met à raconter qu'ils étaient en plein voyage dans un avion avec ses collègues. Ils étaient en tout cas en plein voyage dans un avion avec ses collègues. Et c'est lui qui a eu beaucoup de poissons. Donc d'après ses dires. Donc ils étaient allés pêcher avec ses collègues dans un voyage, ils étaient allés chasser. Et il s'avère qu'en chassant, c'est lui qui a eu plus de poissons. Donc du coup, sur le chemin maintenant du retour dans l'avion, il s'est passé une discussion entre lui et ses collègues. Donc ses collègues, vu qu'il avait eu plus de poissons, ses collègues voulaient qu'ils puissent partager ces poissons-là ensemble. Et lui, il a refusé. Donc c'est en refusant là qu'il a eu une bagarre entre eux et on l'a poussé de l'avion. Donc quand on le pousse de l'avion, c'est là où il tombe sur la toiture de mon oncle là. Donc du coup, et puis il explique encore que les poissons là n'est autre que les sous-vêtements qu'il avait attachés sur son poignet. Donc les 4 sous-vêtements là, c'était les poissons qu'il avait attachés sous son poignet. Et quand il explique, les poissons là c'est quoi? On lui demande d'expliquer les poissons là, vraiment c'est quoi les sous-vêtements là. Il dit non, les sous-vêtements là c'est des femmes que j'ai eues, en tout cas que j'ai pêchées, que j'ai chassées là où on était allé chasser. Donc, et c'est comme ça qu'on le retire d'abord les sous-vêtements qu'il avait. Et puis on lui demande, toi tu vis où, tu sors d'où, tu es congolais, C'est là où il explique, non, moi je suis congolais, je suis dans le village, en tout cas les villages proches de la ville là où nous étions. Donc il explique, il donne le nom du village et on reconnaît aussi le village. Et puis il explique qu'au village là-bas, c'est un homme qui est marié au village, il a une femme et il a 3 enfants. Donc actuellement, le vrai lui est dans son village en train de dormir. Donc actuellement, ce n'est autre que, en tout cas je ne sais pas si je vais appeler ça son âme ou son esprit, qui s'est retiré de son corps pour venir opérer. Donc lui, le vrai lui, est là-bas sur son lit avec sa femme et ses enfants en train de dormir. Donc il dit même que, il ne s'arrête pas là, il dit même que si on continue, parce qu'il était autour de 3 heures, donc avec peut-être il s'est passé déjà 30 ou 40 minutes, donc on allait vers 4 heures. Ils allaient en tout cas vers 4 heures. Donc du coup, c'est là où il dit vraiment, si vous me retenez, pardon, vraiment libérez-moi, parce que si vous me retenez ici jusqu'à 5 heures, je ne retourne pas dans mon village, je ne retourne pas dans mon corps, en tout cas là-bas je serai mort. Donc vraiment de grâce, libérez-moi, libérez-moi, libérez-moi. Vraiment, il a commencé à pleurer, supplier les gens qu'on le libère, vraiment qu'on le laisse repartir, regagner sa famille. Les gens aussi du quartier ont dit non, toi aujourd'hui on va te taper, tu es un sorcier, on va vraiment te bastonner. Et c'est comme ça, vu que l'attroupement et tout, donc du coup, les gens du quartier se sont regroupés en masse. Et en se regroupant en masse là, le chef du quartier même, lui-même, est venu en personne parce que la nouvelle s'est propagée dans le quartier. Aux alentours de 3 heures, la nouvelle s'est propagée dans le quartier. Et c'est le chef du quartier
qui arrive pour... c'est le chef du quartier qui arrive pour en tout cas, s'enquérir de la situation. Donc du coup, et c'est comme ça qu'on l'explique. Et lui dit non, ne le tapez pas, ne le frustrez pas, en tout cas ne le bousculez pas, tout. C'est là où il le retire. En le retirant, il le fait rentrer dans une pièce. Donc comme je vous ai dit, il y avait des cuisines tout autour. Donc il le fait rentrer dans la cuisine, il le remet dans la cuisine et il fait sortir tout le monde. Donc quand il fait sortir tout le monde, les gens étaient là, non, ne le tapez, tout. Donc c'est tout le monde qui sort de la cuisine. Et même pas 5 minutes, quand ils reviennent comme ça pour venir voir le monsieur n'était plus là. Donc il a complètement disparu. Il a complètement disparu. Donc c'est là où tout le monde est maintenant ému. Commence à porter le chef du quartier du doigt. Non, tu l'as fait disparaître. Tout. Donc c'est là où, en faisant ça, il laisse les sous-vêtements là et les gens qui étaient là prennent ces sous-vêtements là pour les brûler. Donc après ça et tout, bon, c'est l'histoire qui s'est passée. Donc voilà l'histoire que je voulais partager avec vous. Parce que moi, à l'époque, sans ça, je vous dis que je croyais vraiment pas aux choses mystiques. Mais grâce à ça, j'ai pu croire aux choses mystiques et j'ai réalisé vraiment que le monde vraiment du surnaturel existe. Et sur ce que je voulais véhiculer comme message, vraiment prions beaucoup avant de dormir, prions beaucoup. Et puis nos chefs du quartier aussi sont des gens qui sont vraiment mystiques. Les chefs du quartier là sont des gens qui sont vraiment mystiques. Donc si faisons vraiment attention, surtout la nuit, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est un peu l'histoire vraiment que je voulais partager avec la communauté aujourd'hui. En tout cas, merci de pouvoir véhiculer mon message. Et je salue encore une fois de plus toute la communauté. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut à tous. Bonjour la communauté. Je vais vous conter ma petite histoire que j'ai vécue pendant mon enfance. Vraiment, quand on dit les morts ne sont pas morts. Moi, je confirme. Un jour à l'école, à 10h, j'étais avec une amie d'enfance qui se nomme... bon, je ne vais pas dire son nom. Hein. Bon, on est parti à 10h chez elle et on allait trouver l'une de ses tantes en train de manger à la maison. Elle disait qu'elle venait du village et les gens la saluaient et autres. Donc, nous on est parti la trouver là-bas. Elle a fini de manger, elle a tout fait, elle dit elle va à Daloa. Donc elle est juste passée ici pour dire bonjour à la famille. Donc c'était sa tante en fait. Donc elle est venue à la maison pour dire bonjour à la famille et puis pouvoir partir à Daloa. Non, arrivé là-bas, nous on l'a trouvé en train de manger. Donc depuis, dès qu'elle est sortie, il y a un monsieur qui est rentré en même temps. Soi-disant son oncle. Bon, son oncle, il n'a pas dit soi-disant, c'est son oncle aussi. Lui, il est rentré. Il dit, lui vient du village. Il est venu pour annoncer le décès de sa soeur. La soeur dont on parle là, c'est celle même qui venait à peine de sortir. En même temps, lui, il est rentré. Nous, on se disait qu'ils se sont croisés sur la route. Parce que à peine elle est sortie, lui, il est rentré en même temps. On lui a demandé, mais tu n'as pas vu tel? Il dit non. Dès qu'il est rentré, même, on ne lui a pas demandé même. Et dès qu'une personne rentre, il salue d'abord, on lui donne à boire, on demande une nouvelle, tout ça là. Donc le temps, lui va finir de faire ça. On lui demande une nouvelle maintenant. Il dit, vraiment, depuis le matin, il y a eu tel décès. Puisque elle, c'est son papa, on va dire que... Je ne sais pas comment les gens appellent ça chez vous. Mais
qui est le pilier de la famille, puisque c'est lui qui travaille. Donc, par rapport aux fêtes, donc ils ont déplacé quelqu'un spécialement du village pour venir lui annoncer le décès de cette dernière. Celle qui venait de manger tout à l'heure pour partir là. On est venu annoncer son décès. J'ai dit, chose étonnante. Nous-mêmes là, moi-même là, j'avais 10 ou 11 ans comme ça, mais la nuit là, je n'ai pas pu dormir. Je suis arrivé chez moi à la maison, j'ai expliqué ça à ma grand-mère. J'ai dit, j'ai eu peur toute la nuit. J'ai eu tellement peur. C'était la peur de ma vie. Donc le monsieur, on lui demande, il dit, non, telle personne est décédée au village. On m'a envoyé annoncer la nouvelle. Donc papa dit, il faut rentrer au village par rapport aux obsèques. Il dit, quoi? Non, le monsieur dit, c'est faux. Mais elle vient de sortir, vous n'êtes pas croisés sur la route. Il dit, non. Elle vient de sortir comment? Quelqu'un qui est décédé au village, elle est sortie comment? Il dit, la famille, tout le monde était étonné, dépassé par la situation. On dit, non, la femme du monsieur dit, même c'est faux. Le monsieur dit, non, si c'est faux. Si quelqu'un, son corps est déposé, on t'attend au village pour aller faire les obsèques, et puis toi, tu es là et tu dis, elle est passée ici. Il dit, tout le monde est là, on est dépassé. C'est là ma soeur, ma camarade là. C'est une fille, je comprends pas les langues. Quand on est quitté là, on était là-bas, pendant que les gens parlent, elle m'explique. Elle dit, mais moi était là comme ça, je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as dit ça là-haut? Je n'ai pas dormi la nuit aujourd'hui. Mais le monsieur dit non, lui il va se déplacer par le village par l'autre fois. Il est parti au village et ça verrait être que c'est vrai. Et la dame est décédée au village et puis elle est venue, elle était chez eux quand même. Et non, quand on dit les morts ne sont pas morts, sinon c'est vrai. Non, c'était ma petite histoire. À propos, j'appelle de la Côte d'Ivoire. L'histoire s'est passée à Duquet. Bonne journée à tous. Au revoir. Vraiment, moi, c'est difficile pour moi de passer en direct. Merci pour ces histoires, merci pour l'histoire. Et on se reprend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui ont partagé, à ceux qui ont liké, les actifs dans les live chats là. Merci à vous tous. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.